À la une, ce soir. Quand j'ai parlé à l'enquêtrice, elle m'a dit oui, c'est un crime de séquestrer quelqu'un dans sa voiture, justement. De nouvelles plaintes d'inconduite sexuelle contre l'avocat Daniel Rochefort, qui demeure détenu. Il y avait un petit problème d'horaire pour s'assurer qu'on puisse compléter l'enquête de caution devant le même juge pour éviter que ça allait à trop loin. C'est remis à jeudi. Commission Laurent, moins de la moitié des recommandations réalisées 5 ans après le décès de la fillette de Granby. Le travail n'est pas complété. Transformer un système comme celui-ci, ça demande du temps, de la rigueur et de la constance. Et les Canadiens de Montréal s'en vont en finale de l'Est. On s'amuse à travers une expérience formidable pour nos jeunes joueurs. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors l'avocat Daniel Rochefort est loin d'être au bout de ses peines. Déjà, on sait que l'homme de 72 ans fait face à une dizaine de chefs d'accusation pour divers crimes sexuels. Mais le service de police de la Ville de Montréal est en train de traiter de nouvelles plaintes après avoir fait appel au public la semaine dernière concernant les agissements de ce civiliste réputé qui, je vous le rappelle, donnait aussi des cours. L'enquête s'étend sur une vingtaine d'années. Lily, donc aujourd'hui, c'était son enquête sur remise en liberté, mais ça a encore été reporté, là. Oui, reporté à jeudi. Donc, je rappelle que l'avocat est accusé de 11 chefs, notamment de leurre sur enfants et d'inconduite sexuelle sur une mineure. Et d'ailleurs, depuis la médiatisation du dossier Daniel Rochefort, il y a beaucoup de victimes qui se seraient manifestées auprès du SPVM. Donc, il pourrait y avoir d'autres accusations déposées, mais l'enquête se poursuit pour l'instant. Je rappelle que Daniel Rochefort a été arrêté parce qu'il aurait communiqué avec un policier qui se faisait passer pour un enfant de 12 ans. Donc, l'enquête sur remise en liberté qui devait avoir lieu aujourd'hui a été remise jeudi pour des questions d'horaire. On avait un problème pour trouver un juge qui pouvait nous entendre aujourd'hui et possiblement continuer le dossier jeudi, parce que demain, le procureur de la poursuite n'est pas disponible. Donc, on a remis à jeudi parce que le juge devant lequel nous avions été transférés ne peut pas être disponible jeudi. Donc, à ce stade-ci, le ministère public a annoncé s'objecter, premièrement, afin d'assurer la sécurité et la protection des victimes et de la société pour éviter tout risque de récidive, mais également afin d'assurer la confiance du public dans l'administration de la justice. Donc, c'est les deux motifs pour lesquels le ministère public s'objecte à la remise en liberté de M. Rochefort. Il faut rappeler que Daniel Rochefort a été congédié en 2022 de l'Université de Montréal à la suite de plaintes, justement, de nature sexuelle. Mais on apprend qu'il aurait eu aussi des comportements déplacés dès le début des années 2000. Oui, il y a plusieurs étudiantes qui nous ont contactés depuis jeudi dernier pour des comportements qui auraient été discutables de la part de Daniel Rochefort, non seulement à l'Université de Montréal, mais aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières, hors campus, notamment à Saint-Hyacinthe et à Sorel-Tracy. En 2005-2006, une de ces anciennes étudiantes de Sorel-Tracy se rappelle que Daniel Rochefort, qui était son professeur, aurait accompagné un groupe dans un bar et elle se serait retrouvée coincée dans une voiture et Daniel Rochefort aurait eu des comportements qualifiés d'inappropriés. On peut l'écouter. J'ai accepté naïvement d'embarquer dans sa voiture. J'étais dans le début vingtaine. Je suis embarquée dans la voiture, une BMW noire, et rendu dans le stationnement du resto-bar, il m'a enfermée dans sa voiture. Il a essayé de me faire des attouchements, la main sur la cuisse, très, très insistant. En 2006, assurément, j'ai porté plainte à l'Université du Québec à Trois-Rivières envers cet enseignant-là. Malheureusement, ma plainte n'a pas été retenue parce que j'avais pas de preuves. Cette étudiante aujourd'hui porté plainte auprès du SPVM depuis la récente médiatisation. Et donc, je rappelle que Daniel Rochefort est de retour en cours jeudi prochain. Il demeure détenu pour l'instant et il espère témoigner jeudi lors de son enquête sur remise en liberté. On va suivre ça de près. Lily, merci beaucoup. Ça fait 5 ans que Régine Laurent a déposé son rapport sur les travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Une commission qui avait été déclenchée, rappelez-vous, après la mort tragique de la fillette de Granby. C'était en 2019. Alors, Laurence, le gouvernement dit être environ à mi-chemin de ce chantier.
Oui, tout à fait. Dans ce rapport-là, il y a 65 recommandations qui visent justement à éviter qu'un drame comme celui qu'on a connu à Granby ne se reproduise. Et là, de ces 65 recommandations-là, il y en a seulement 29 là, qui sont présentement réalisées ou largement réalisées. Il y en a 27 qui sont partiellement réalisées ou qui nécessitent toujours une consolidation. Et il y en a 8 là, qui sont toujours peu ou pas du tout commencées. Il faut dire aussi qu'il y a une recommandation qui n'a simplement pas été retenue, soit celle de donner une voix aux enfants autochtones par la nomination d'un commissaire adjoint dédié aux Premières Nations. Donc, en gros, qu'est-ce que le gouvernement a fait dans ces 5 dernières années? Bien, selon ce bilan, il a notamment augmenté l'accès aux services de première ligne en périnatalité, en petite enfance aussi, là, comme les services Agir tôt ou Ma grossesse. Il y a également eu des modifications législatives. On a créé des postes de directrice nationale de la protection de la jeunesse, de commissaire au bien-être de droits des enfants. On suit également maintenant les jeunes sur une plus longue durée après leur sortie de la DPJ. Les intervenants ont plus de formation. Par contre, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Là. Le gouvernement cible notamment là, les installations de la DPJ qui sont vétustes. On veut également là, valoriser le rôle de famille d'accueil et on veut éviter le profilage racial, la discrimination systémique là, dans les interventions. Voici Lionel Carman sur ce bilan. Le bilan, ce qu'il montre aujourd'hui, c'est qu'on a transformé les bases de notre système de protection de la jeunesse. On a fait évoluer, évidemment, le cadre législatif. On a renforcé l'organisation des services de protection de la jeunesse. Puis on a reconnu plus clairement le droit des enfants. Puis on a surtout mis de l'avant également un virage au niveau de la prévention. Laurence, sur un autre sujet maintenant, la mission à Paris de la première ministre tire à sa fin? Oui, tout à fait. Le retour est prévu demain et aujourd'hui, elle a rencontré 2 élus, 2 femmes. Et il a notamment été question pendant ces rencontres du PEC, là, le programme de l'expérience québécois qui fait la vie dure là, à de nombreux immigrants, notamment français, là, depuis son abolition. Et dans une entrevue qui a été accordée à la presse là, aujourd'hui à Paris, Christine Fréchette a dit qu'il y a environ 29 000 orphelins du PEC qui pourraient bénéficier de la clause de droit acquis là, qui doit être mise en place bientôt. Et la première ministre a aussi commenté là, ce rapport d'un comité indépendant à Terre-Neuve qui dit que l'entente avec Québec concernant là, la production hydroélectrique de Churchill Falls ne sert pas l'intérêt public. Elle affirme, et là je la cite, avoir échangé hier avec le premier ministre de Terre-Neuve, qu'ils prendront le temps d'analyser le rapport et que tous les deux conviennent là, de l'importance d'une entente gagnante-gagnante à brève échéance. Elle ajoute qu'une rencontre avec son homologue là, qui est prévue à ce sujet prochainement. Merci beaucoup, Laurence. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez mon adresse présentement à l'écran. Un mort par jour sur les routes au Québec. Une statistique qui fait réfléchir. Derrière les chiffres, il y a aussi des humains, bien sûr, des familles brisées. Alors, la SAC lance sa campagne Choc pour nous rappeler qu'on est tous responsables de notre conduite. Reportage, Alexandra Paris. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Aujourd'hui, c'est moi. Si je vous demande de penser à une personne que vous connaissez de près ou de loin, qui est décédée, qui a été tuée sur la route due à une collision, un accident, et que je vous dis que vous auriez le pouvoir de repartir, de retourner en arrière pour éviter ce décès-là, je suis certaine que vous le feriez. Fait que c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on a initié cette campagne. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Aujourd'hui, c'est moi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que c'est pas le fun, non? C'est rough. Puis le but, c'est ça, hein, c'est de déranger. C'est de faire, ben voyons, une autre encore aujourd'hui, une autre victime de la route, parce que c'est ça qui arrive. Puis parfois, on voit passer les titres, les grands titres des journaux, dans les médias, avec les accidents de la route. Mais quand on ne connaît pas les personnes, c'est difficile des fois de se transposer. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Aujourd'hui, c'est moi. Ben là, c'est venir dire justement, ben oui, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon enfant, ça pourrait être mon collègue, ça pourrait être mon conjoint. C'est pour des affaires de même, faut que ça soit rough, faut que ça soit dur, faut pas que ça soit... c'est comme ça que tu t'en souviens, c'est comme ça justement le pire, c'est comme ça que ça te marque. Je sais pas si ça peut faire changer les comportements des gens, ces publicités-là. C'est pas la première fois qu'on a des publicités vraiment chocs là, de la SAC.
Je trouve que celle-là est particulièrement puissante parce qu'on voit rien, mais ça parle à notre imaginaire plus. Là. Il y a 20 ans, il y avait 2 fois plus de décès sur les routes. Donc, on a fait de belles avancées. Puis oui, nos campagnes choc ont eu un impact. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Et aujourd'hui, c'est moi. Alors moi, j'aime ça. Ça, c'est simple. Ça dit, on ne cherche pas de message. C'est ça, c'est ça. Fait que vous trouvez que c'est efficace? Moi, j'adore. J'adore énormément. Oui. La SAC prévoit ainsi diffuser une centaine de capsules vidéo via ses réseaux sociaux et à la télévision d'ici la mi-juillet. À Cowansville, Alexandra Paris pour Nouveau Info. Attention, on connaît maintenant le déjeuner le plus populaire au Québec. Nutri-Québec vient de publier un rapport sur ce qui se trouve dans notre assiette. Et ça n'a pas surpris les chercheurs. Alors, on a regardé ce qu'il y avait dans l'assiette des Québécois au déjeuner, puis on se dit, bon, mettons qu'on pense vite, ça devrait ressembler à une toast avec du beurre de pinot, mais finalement, c'est vraiment ça qu'on voit. Il y a beaucoup de rôtis, de beurre d'arachide, de bananes, d'œufs. Évidemment, le but du rapport, c'est surtout de dresser certaines de nos habitudes de consommation. Et au niveau du respect des recommandations, on a encore du pain sur la planche. Si on prend 5 personnes, plus de 4 dépassent la recommandation en sel et en gras saturé, 3 ne mangent pas assez de fruits et de légumes et 2 dépassent le seuil recommandé en sucre libre. Le portrait Nutri-Québec permet d'identifier, oui, d'une part, qu'il y a beaucoup de gens qui consomment trop de sel, mais aussi quels sont les aliments qui contribuent à la surconsommation de sel. Donc, c'est pas la salière qui est le problème. Il y a beaucoup de sel dans les sauces, les condiments, les pains. Le fromage. Donc, c'est les 3 aliments qui représentent à peu près 50 % de notre consommation de sel. Le but, c'est pas juste de couper ces aliments-là, c'est par exemple de voir s'il est possible de diminuer le sel dans le pain, puisqu'on en mange beaucoup. Et il y a aussi du positif, plusieurs fruits et légumes qui sont populaires, comme les baies et les oignons, poussent ici au Québec. Ça, c'est dans le premier rapport qui est sorti cette année, mais il y en aura sûrement d'autres. Alors, à chaque année, ça ne sera pas nécessairement quelle est la consommation de légumes et fruits, mais par exemple, l'année prochaine, on pourrait faire un portrait sur les aliments ultra transformés. Nutri-Québec invite donc tout le monde à participer en ligne pour avoir un meilleur portrait de notre alimentation au Québec. Carrier ahead. Over the line comes Newhook. Shooting. Scores! Alex Newhook! Ils nous ont donné chaud, mais quel spectacle, le Canadien qui passe en finale de l'Est. Une première depuis 2021. Je retrouve Lila parce que, évidemment, Lila, ça a festoyé. Peut-être un peu trop fort dans certaines circonstances, tellement que les policiers ont dû intervenir. Ouais, hein, les partisans étaient déchaînés. On a vu donc des débordements hier soir. On a vu aussi des feux d'artifice. Et il faut savoir que tout élément pyrotechnique est quand même interdit autour du Centre Bell. L'amende, elle peut aller de 500 à 15 000 $. Et puis, on peut le voir sur les images de mon collègue. On a vu les équipes anti-émeutes aussi. Ce qui nous fait penser à cette fin de semaine qui arrive. Les matchs du CH reprennent dès jeudi. Mais tout ça, en fait, vient en même temps que la Formule 1. On s'attend donc à plusieurs rassemblements de foule. Et justement, le SPVM m'a confirmé qu'il allait avoir une présence policière plus accrue. Alors on pense à la sécurité, mais en pensant à la sécurité, on ne peut pas ne pas penser à la mobilité. Et bien c'est le sujet de mon reportage d'aujourd'hui. Ce qu'on veut favoriser, c'est le transport collectif et le transport actif. On s'attend à près de 350 000 personnes sur toute la durée de l'événement de Formule 1. Et comme à chaque année, les transports en commun doivent suivre la cadence. Cette année d'ailleurs, un pass spécial Pass Grand Prix sera offert pour les 3 jours du GP. Donc il y aura également, en plus d'avoir le métro bien sûr de disponible, il y a également des stations de Bixi qui seront ajoutées et aussi des stationnements pour les vélos personnels. Donc on invite les gens à venir en transport actif, en transport collectif. L'an dernier, c'est à peu près 97 % des gens qui ont choisi ce mode de transport. Il faut savoir qu'il n'y a aucun véhicule de permis sur les îles, donc il n'y a pas de stationnement sur les îles. Alors, j'invite les gens à réfléchir avant de partir de la maison. Dans les années précédentes, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau de l'achalandage, dans une fin de semaine comme le Grand Prix, on a 15 % de plus d'achalandage comparativement à une fin de semaine normale. Sachant que les matchs du Canadien et la Formule 1 vont se chevaucher, c'est donc plus de bus qui sont prévus, mais aussi des horaires bonifiés sur la ligne jaune, plus d'employés et plus de sécurité. On encourage vraiment tous les visiteurs, les spectateurs à acheter son titre de transport à l'avance, que ce soit le billet d'aller, mais également de retour. Ça permet de limiter les files d'attente dans les stations, puis d'assurer la fluidité puis la sécurité. Malgré les débordements entourant le match des Canadiens, le Grand Prix ne croit pas à un effet ricochet. Ce qu'on anticipe en ce moment, qu'on moniteur, c'est surtout
surtout la joie des gens, l'effervescence des gens, parce qu'on sait que si le Canadien gagne, les gens vont être contents, les gens vont être excités, les gens vont être stimulés, surtout s'il fait beau. Fait que nous, il faut juste qu'on reste à l'affût du niveau d'excitation des gens. Avec les Canadiens qui se rendent plus loin en série, ça rajoute des éléments supplémentaires, disons, qui n'étaient pas là hier. Actuellement, toutes les équipes, entre autres avec le SPVM et les équipes également centrales, sont en train de regarder justement tout ce qui va se passer au centre-ville. Soyons attentifs maintenant à l'enthousiasme légendaire des Montréalais, puisque ce lundi, un micro-séisme s'est fait ressentir à Montréal sous la foule des partisans du CH. Alors maintenant, si on combine Formule 1 et match de hockey, à quoi s'attendre cette fin de semaine? À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Des dons destinés à aider les plus démunis ont plutôt attiré des voleurs cette fin de semaine aux artisans de la paix de la Mauricie. Cadenas coupés, camions brisés, vols et étalement de dons. Ici, l'incompréhension est grande. Là, il y a du vandalisme. Là, il y a des gens qui ont coupé les cadenas, qui ont coupé aussi les cadenas des remorques à l'arrière. Et à ce moment-là, ça a été un mess toute la fin de semaine. Les portes ouvertes, les gens venaient se servir allègrement. Il n'y a pas juste la personne qui a coupé les cadenas. On a constaté qu'il y avait plusieurs personnes qui passaient. Présentement, on a peut-être une description sommaire, mais pas complète de quelqu'un. Fait que peut-être qu'on va attendre de voir si on peut pas avoir plus d'informations. Si jamais vous voyez des gens ou à ce moment-là, vous pouvez toujours nous le signaler. Chaque don et chaque sac de vêtements ont une valeur essentielle. Et ce qui choque l'organisme, c'est que l'événement n'est pas isolé. Les vols se multiplient depuis des semaines et des mesures devront être mises en place. Moi, j'ai jamais voulu avoir ça ici, mais là, peut-être qu'on va commencer à le faire, mais avoir des caméras aussi là, sur place. Puis, c'est les longs fins de semaine, va-t-il falloir engager un gardien de sécurité? Mais là, c'est encore une dépense de plus. Mais c'est des choses qu'on va penser. Là. Dans un contexte où les organismes communautaires peinent déjà à répondre à la demande, devoir gérer du vol et du vandalisme devient une pression supplémentaire et difficile à absorber. Ça décourage, pas juste moi, mais l'équipe au complet, là, les intervenantes, les cuisinières, les préposés au comptoir de service, les bénévoles, tout le monde, là, on est consternés par ça. Puis effectivement, si quelqu'un est dans le besoin, ils peuvent venir nous voir, rencontrer les intervenants sociaux, puis on va les aider. Une chose comme ça nous occasionne aussi des coûts monétaires. Devoir racheter des cadenas, puis c'est des pertes aussi au niveau des dons. L'organisme espère maintenant que les malfaiteurs seront retrouvés rapidement, mais surtout que ce genre de geste cesse afin qu'ils puissent continuer d'accomplir leur mission d'aider les gens. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Québec et la CEPAC investissent 14 millions de dollars dans le nouveau parc du Mont-Sainte-Anne dédié au ski de fond, au camping et au vélo de montagne. Après les scandales qui ont secoué la station de ski, le gouvernement a repris le contrôle du secteur est de la montagne. Les montants vont servir à moderniser les ponts, les sentiers et les infrastructures du site. C'est utiliser le 14 millions de dollars comme levier. Oui, c'est une mise de fonds pour faire certains travaux, mais on veut impliquer le privé également dans les différents projets. Parce que c'est vrai qu'on hérite d'infrastructures qui avaient quand même besoin d'amour. Donc, on va prioriser les ponts. Tout est sécuritaire, on tient à le mentionner, mais pour assurer l'accessibilité. C'est Alexandra qui nous parle depuis l'Estrie ce soir. Samuel en Mauricie. Mais d'abord, je commence avec toi, Sarah-Léa, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des commentaires homophobes écrits sous une publication Facebook du maire Boivin qui font vivement réagir. Oui, en effet, il s'agissait d'une publication qui a été faite le dimanche 17 mai, donc la journée contre la transphobie et l'homophobie. Un message de soutien aux communautés LGBTQ+, qui a été effectué à cette occasion, notamment par la ville de Saguenay, mais également la ville d'Alma. Des commentaires haineux et homophobes qui ont toutefois été rédigés sous les deux publications. À l'avenir, les municipalités qui s'assureront de modérer les propos négatifs qui peuvent être divulgués, même que certaines villes vont encore plus loin dans leur démarche. Les commentaires étaient extrêmement violents et très, très questionnables. Moi, je trouve que c'est terrible parce que, justement, les réseaux sociaux laissent la place à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut dire n'importe quoi sans avoir d'impact. Mais nous, de notre côté, je vais vous dire, il y avait tellement des commentaires qu'on pense qu'ils sont plus qu'inacceptables, qu'on va aller plus loin avec les commentaires qu'on a reçus. On les a enlevés, mais on les a conservés. Et puis, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une analyse de fait sur ces commentaires-là et fort probablement des plaintes qui vont être acheminées à la Sûreté du Québec.
En vacances cette semaine, le maire de Saguenay n'a pu commenter le dossier pour l'instant. L'initiative de Saguenay qui était donc d'afficher un drapeau à l'effigie de la communauté LGBTQ+, à l'hôtel de ville de Saguenay. Également, les élus membres de la communauté qui ont décidé de dénoncer ce fait et ont créé même des groupes de soutien envers cette initiative. Merci beaucoup, Sarah-Léa. Maintenant, Mauricie, Samuel, c'est fini la pénurie de nouveaux policiers au Québec? Effectivement, alors cette pénurie, elle datait de la pandémie où un nombre record de policiers avaient pris leur retraite. Et afin de pallier à ce manque de main-d'œuvre, depuis 2024, l'École nationale de police du Québec formait 1000 policiers par année à la place de 600, comme c'était le cas auparavant. Mais depuis, plusieurs corps policiers ont atteint leur quota d'embauche. Et donc, dès 2028, l'École nationale pourrait repasser à 600 étudiants formés par année. Une autre mesure qui a pris fin récemment, c'est les promesses d'embauche envers les étudiants de technique policière. Pendant près de 2 ans, ça a permis au corps policier d'aller chercher directement certains aspirants en leur offrant une place offerte à l'école de police dans un programme qui est donc très contingenté, ainsi qu'une garantie d'emploi dès leur sortie de l'école. Mais cette mesure a été victime de son succès et elle n'a pas eu l'effet escompté, comme l'explique Andréane Deschênes, directrice des affaires académiques à l'ENPQ. On l'écoute. Conjointement avec les organisations policières, on s'est rendu compte que c'était tellement populaire que l'ensemble de nos organisations policières donnaient des promesses d'embauche. Alors, l'effet escompté de pouvoir favoriser un candidat par rapport à un autre, il était moins présent parce que là, c'est tout le monde qui avait des promesses d'embauche. Mais si l'atteinte de ces quotas, c'est une bonne nouvelle pour les corps policiers, ce n'est pas la même chose pour les étudiants. Plus de difficultés à rentrer à l'école et aucune garantie d'emploi par la suite. On ne peut pas dire que les étudiants techniques policières étaient très contents de cette nouvelle. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Samuel. Alexandra, maintenant, Sherbrooke qui se prépare à recevoir les touristes cet été et il y a des nouveautés cette année. Signe que le beau temps est de retour, hein, Marie-Christine. Alors, oui, des nouveautés, mais aussi des incontournables. Commençons par ça. Alors, les murales qui sont de retour, le Festival des traditions du monde. On n'a qu'à penser aussi à la Fête du Lac et des Nations, le Cher Blues, mais également parmi les nouveautés, on a des Cherbrouquois et Cherbrouquoises qui vont donner leurs meilleures adresses aux visiteurs via des bornes intelligentes. Alors, le projet qui s'appelle Voix urbaine. Ça vient d'une initiative de collaboration entre le ministère du Tourisme et Tourisme Canton de l'Est qui ont reçu une aide financière pour rehausser certains des lieux d'accueil. On a mis de l'avant avec l'équipe de Romicaire le concept de la borne interactive et des capsules où ces gens-là nous proposent leur coup de cœur. Vraiment leur coup de cœur. Il n'y a pas eu d'interférence de notre côté pour leur dire « Oh, tu devrais, il manque ça ». Alors, l'offre touristique qui s'améliore selon le conseiller municipal Paul Gingles. Pour vous donner une idée, 12 000 visiteurs franchissent le bureau touristique de Sherbrooke chaque année. Ouais. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Ottawa et Québec donnent le coup d'envoi à la mine de graphite Matawini. L'entente sur le projet hydroélectrique Churchill Falls est de plus en plus fragile et Patrick Bruel visé par plusieurs plaintes de violences sexuelles, des concerts annulés au Québec. Mais d'abord, il faut absolument revenir sur ce match hier des séries, match numéro 7. Vous reconnaissez bien sûr Marc Denis, ancien gardien et analyste hockey à RDS. Bonsoir Marc. Bonsoir Marie-Christine. Franchement, on peut dire que ça a été une belle victoire, mais quand même, ils ont testé les nerfs des partisans, là. Oui, c'est une équipe qui nous a tenus en haleine pour une deuxième série plutôt encore une série qui se conclut au match numéro 7 et cette fois-là de surcroît en période de prolongation. On a attendu 11-12 minutes avant de voir un héros se lever, Alex Newhook, pour un deuxième match consécutif. Match numéro 7, deuxième consécutif pour marquer le but gagnant. Ça a été une autre série qui a été très serrée, bien différente de la première contre le Lightning où il y avait très peu d'espace. Cette fois-ci, une série plus échevelée. On a vu de haut pointage, 6-1, 8-3, mais un match numéro 7 qui s'est soldé en période de prolongation. Tu viens d'évoquer Newhook. Il s'est franchement démarqué pendant
toute la première série. Est-ce que ça constitue une surprise, selon toi? Oui, en quelque sorte. C'est surtout un bon soutien au trio principal qui peine à trouver le fond du filet et la feuille de pointage. Dans le cas d'Alex Newhook, inséré au sein d'un trio complété par Evans et Demidoff, il a été capable, dans le deuxième tour contre les Sabres de Buffalo, de profiter de cette série plus ouverte pour déployer toute sa vitesse. C'est sa grande force. Son premier but, il l'a inscrit au match numéro 7 du premier tour, mais depuis, il en a inscrit 6 autres, y compris le but gagnant en période de prolongation, en gardant les choses simples, en décochant des tirs, en se pointant vers le devant du filet, mais surtout en déployant sa vitesse, qui est son atout principal. Il faut aussi parler de Dobeš, qui a été magistral hier, mais qui avait eu un match très difficile auparavant, 8-3. Ça ne doit pas être facile non plus de retomber sur ses patins, comme on dit. Oui, et je pense que ce qui rend la performance de Dobeš magistrale dans un deuxième match numéro 7 consécutif, c'est sa capacité à rebondir. Dans le match numéro 1 et le match numéro 6 de la série, ça n'a pas été à la hauteur au niveau de ses performances. Il s'est même fait retirer du match numéro 6, mais il a rebondi de très belle façon, démontrant toute sa force de caractère, beaucoup plus calme dans le match numéro 7, même sous pression. Le voir quitter après le deuxième engagement, dominé par les Sabres, le sourire au visage, même s'il a été défié plus d'une fois, ça, c'était rassurant pour les coéquipiers. Il doit tellement avoir de la pression à la fin du match, parce que c'est dans le fond que ça repose un peu sur lui, évidemment. Là, ça doit être incroyable. C'est une jeune équipe qui semble faire fi de ces éléments externes là et qui vit ensemble, qui apprend ensemble à gagner pour une première fois. Il y a des joueurs qui vont faire une carrière en entier dans la Ligue nationale de hockey, remportant des championnats et des Coupes Stanley sans jamais gagner 2 matchs numéro 7 à l'étranger. Le Canadien vient de le faire 2 fois à l'intérieur de 2 semaines. Et là, il y a tout un défi quand même qui attend les Canadiens. On parle des puissants Hurricanes. Est-ce qu'ils seront capables de relever le défi? Moi, je n'ai aucun doute que le Canadien est capable de causer la surprise. Mais pour qu'il y ait surprise, c'est parce que l'adversaire part favori. Les Hurricanes de la Caroline, ce sont les champions de saison régulière dans l'Est. Ils ont remporté leurs 2 premières séries au minimum de 4 matchs. Ils ont balayé et les Sénateurs d'Ottawa et les Flyers de Philadelphie. C'est donc un défi d'envergure, c'est bien vrai. Mais est-ce que tu penses que Martin Saint-Louis va devoir faire des ajustements? Il y a assurément des ajustements parce que c'est un défi qui est différent. C'est une équipe qui est beaucoup plus structurée que les Sabres et c'est une équipe qui est beaucoup plus rapide que le Lightning. Sauf que le Canadien a vécu l'intensité, j'ai envie de dire l'agressivité et le caractère robuste des séries éliminatoires, ce que les Hurricanes n'ont pas eu à subir alors qu'ils ont affronté les 2 dernières équipes qualifiées pour les séries éliminatoires dans l'Est. Alors pour moi, le Canadien représente de loin le plus grand défi face aux Hurricanes, même si l'équipe de la Caroline part favorite. Il ne faut pas considérer le Canadien comme étant battu. Merci beaucoup, Marc Denis. Un grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Le premier ministre Mark Carney était à Saint-Michel-des-Saints pour inaugurer la mine graphite Mataouini dans l'Anaudière. Il est accompagné du ministre québécois de l'Économie, Bernard Drinville. On fait le point avec notre collaborateur à Ottawa, Christopher Nardi. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Il faut quand même préciser que c'est un projet qui devrait générer 1000 nouveaux emplois, injecter près de 2 milliards de dollars dans l'économie. Mais parle-nous du rôle, Christopher, qu'a joué le Bureau fédéral des grands projets là-dedans. C'est essentiellement, Marie-Christine, le deuxième projet que le Bureau des projets majeurs de Mark Carney, mis en place l'année passée, a réussi, dit-il, le premier ministre, à amener jusqu'à la ligne finale. Alors aujourd'hui, on annonçait le début de construction de cette mine de graphite qui produira à la longue des dizaines de milliers de tonnes par année de ce minerai critique. Et ce que le premier ministre a expliqué aujourd'hui, c'est que même si toutes les étapes d'approbation du projet étaient terminées, ce qui manquait, c'était le dernier kilomètre, parfois le plus long, en fait, dans des projets majeurs, amener 4 départements fédéraux à la table ensemble pour terminer toutes les approbations, mais surtout à aider le projet à ficeler son financement. Et il y aura quand même une part non négligeable de financement fédéral à la hauteur d'un peu plus de 450 millions de dollars pour aider à partir le projet. Mais après ça, c'était réunir les investisseurs. Et c'est ce genre de travail que le Bureau des grands projets de M. Carney veut faire avec des projets qui sont jugés dans l'intérêt national. Christopher, il faut quand même dire que le gouvernement du Québec est aussi actionnaire de l'entreprise. Absolument. Les gouvernements sont impliqués et on sent que, Marie-Christine, le Bureau des projets majeurs, lorsqu'il travaille pour amener le financement vers ces projets, sera aussi impliqué à trouver du financement fédéral. Souvent, des projets majeurs d'infrastructure ont besoin d'argent public pour, justement, garantir l'intérêt des investisseurs privés qui, eux, ensuite, vont prendre le projet un peu plus tard, le financement un peu plus tard dans le développement du projet. Mais des projets comme une mine, ça coûte très, très cher dès le départ. Alors, le gouvernement veut assurer du financement. Cette mine-là, Christopher, ce projet-là va aider, semble-t-il, des secteurs clés de l'économie canadienne aussi. Là.
Absolument. Alors, le graphite, c'est de la dizaine de minerais critiques qui existent au Canada et qui forment une partie intégrante des batteries qui vont dans les véhicules électriques. Alors, on le sait, le Canada a des grandes visées pour la construction de véhicules électriques et le graphite qui, en ce moment, dans le monde, la Chine exporte 75 % du graphite mondialement. M. Carney veut augmenter la part du Canada d'exportation de ce minerai-là et éventuellement remplacer une grosse partie des exportations chinoises vers les États-Unis par le produit canadien, en plus de l'utiliser dans les batteries construites ici au Canada. Christopher, je veux t'entendre sur un autre sujet, cette décision de Washington de mettre fin à un comité militaire canado-américain. C'était en place depuis 1940. Comment les États-Unis justifient cette décision-là? La justification est un peu particulière, Marie-Christine. Alors, c'est le sous-secrétaire du département de la guerre, ou anciennement connu comme le département de la défense, qui a annoncé sur les réseaux sociaux que le Canada n'en faisait pas assez pour financer ses dépenses militaires et aurait pointé justement au manquement du 2 % à l'OTAN que le Canada n'achevait jamais jusqu'à cette année, ironiquement, pour justifier son départ de ce comité. Alors, cette commission était essentiellement une table de concertation entre les deux forces armées, mais le signal que ça envoie des États-Unis, c'est peut-être que les États-Unis, même si le Canada réussit à atteindre les objectifs de financement de l'OTAN et dans dépenses militaires, pourraient continuer à mettre la pression pour dépenser encore plus. Et les craintes aussi que ça se soulève, c'est est-ce que les États-Unis voudraient se retirer de NORAD, cette alliance pour la surveillance du Nord. C'est une crainte que les Canadiens ont. Ce sera à voir. Merci beaucoup, Christopher. Merci, Marie-Christine. L'inflation est à son niveau le plus élevé en 2 ans au Canada. Elle a atteint 2,8 % en avril. Ça s'explique principalement par la hausse du prix du pétrole. Les coûts de l'énergie ont progressé de près de 29 % par rapport à la même date l'an dernier. Une augmentation attribuable surtout au conflit en Iran. Le coût moyen du panier d'épicerie a toutefois ralenti en avril par rapport au mois de mars. Salut Alain. Salut Marie-Christine. Alors, il faut parler ensemble de l'accord entre Québec et Terre-Neuve concernant Churchill Falls parce qu'il y a un comité indépendant qui a déposé un rapport et qui dit finalement, en fait, qui remet en question cet accord. Oui, c'est un accord, il faut se rappeler, là, qui a été signé en décembre 2024 par 2 anciens premiers ministres, François Legault, qui n'est plus là, et l'ancien premier ministre libéral à Terre-Neuve. Cet accord-là, avec la nomination du nouveau premier ministre progressiste conservateur qui l'a remis en question, a mis en place un comité pour voir s'il était vraiment bon pour les Terre-Neuviens. Il a été déposé aujourd'hui. Ils sont insatisfaits de ce qu'il y avait dans l'accord, qui faisait passer quand même de 0,2 sous le kilowattheure que Québec achetait à Terre-Neuve dans leur centrale à 5,9, donc 30 fois plus élevé. Et avec ça ne serait pas gagnant-gagnant. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'on devrait en avoir plus. On sent là, que Terre-Neuve est fâché encore sur le cœur le fait que le Québec s'est enrichi en achetant à petits coûts depuis 1969, cette entente-là. L'électricité l'a revendu beaucoup plus cher par la suite. Ils voudraient se refaire, mais en même temps, la réalité, c'est que Terre-Neuve est dépendant du Québec. Ils n'ont pas les moyens de développer la centrale actuelle et les 2 nouvelles centrales. Ils ont besoin de cette hydroélectricité-là. Puis c'est Hydro-Québec qui a les moyens financiers de relever ce projet-là. À l'époque, c'était Michael Sebia qui avait négocié cette entente-là, lui qui est rendu conseiller principal de Mark Carney. Exactement. Donc, c'est un élément qui est majeur en ce moment. Michael Sebia qui conseille Mark Carney à Ottawa. Mark Carney, la semaine passée, qui a déposé sa politique d'électrification. On parle de 2 provinces. Il y a un intérêt pour Mark Carney aussi, qui veut montrer qu'il a quand même une petite couleur environnementale, parce que là, il développe les pipelines dans l'Ouest canadien. Et là, il veut montrer que l'électricité, c'est important. Le Québec est important pour lui. Donc, comment le gouvernement va se comporter maintenant pour essayer d'aider le gouvernement actuel du Québec et de Terre-Neuve à essayer d'arriver à une entente? Bien justement, quelle sera, selon toi, quelle devrait être la stratégie de Christine Fréchette? Bon, Christine Fréchette doit arriver à une entente. Elle veut collaborer. Terre-Neuve a besoin. Ils sont condamnés. Là. La réalité, Marie-Christine, c'est qu'ils sont condamnés à trouver un terrain d'entente. Donc, est-ce qu'elle va vouloir peut-être augmenter la redevance? Elle va vouloir que Hydro-Québec investisse plus? Donc, c'est Terre-Neuve qui a le gros bout du bâton.
entend-on, finalement? Bien, d'une certaine façon, mais en même temps, ils doivent avoir une entente. Ils ne sont pas capables de développer leur centrale hydroélectrique. Ils n'ont pas les moyens. Terre-Neuve, il faut le rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est la province la plus endettée au pays. Donc, ils n'ont pas les ressources financières. Bon, maintenant, le gouvernement a été élu sur cette promesse-là de revoir l'entente. Il y a un jeu de bras qui va se faire. Et personnellement, je pense que celui qui a la carte, le joker pour débloquer ce projet-là, c'est le gouvernement fédéral dans ses grands projets. Mark Carney aurait intérêt que le Québec et Terre-Neuve, il pourrait investir dans le transport de l'hydroélectricité, de l'électricité sur le réseau d'Hydro-Québec, permettre à Terre-Neuve de pouvoir exporter eux aussi leur électricité pour faire des revenus. Donc, c'est vraiment Mark Carney, je pense, qui a peut-être la carte cachée pour pouvoir permettre aux deux gouvernements de s'entendre. Bien, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Merci. Les tensions entre les États-Unis et Cuba sont loin, très loin de s'apaiser. Le président cubain a prévenu aujourd'hui qu'une attaque américaine contre son pays provoquerait un bain de sang. De son côté, Washington a annoncé de nouvelles sanctions financières contre l'île des Caraïbes. Elle cible cette fois le service de renseignement et une dizaine de hauts responsables. La situation économique et énergétique de Cuba s'est fortement dégradée depuis 4 mois après la mise en place du blocus américain. C'est l'heure de la retraite pour les avions de démonstration des Snowbirds. Ce sera la dernière saison de l'escadron acrobatique de l'aviation royale canadienne avec ces appareils qui datent de 1963. Le ministre de la Défense, David McGuinty, a assuré que de nouveaux avions seront déjà commandés. Ils devraient être en service à partir de 2030. Le roi d'Espagne est en visite au Canada jusqu'à jeudi. Une rencontre qui est prévue avec la gouverneure générale Mary Simon ce soir. Donc, l'objectif de ce voyage, c'est de renforcer les relations entre les deux pays en encourageant les échanges économiques et les investissements. Des concerts de Patrick Bruel sont annulés à Québec. On vous donne les détails dans un instant avec Alex Perron. À tout de suite. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Marie-Christine. Bon mardi. Bon mardi. Alors, en raison de nombreuses accusations, plusieurs concerts de Patrick Bruel sont annulés au Québec. Oui, exactement. Donc, Gestev a pris la décision en début d'après-midi d'annuler les concerts qui étaient prévus pour les 3, 4 et 5 décembre prochains au Capitole de Québec. Par contre, j'ai vérifié juste avant d'entrer en ondes et c'était toujours possible d'acheter des billets pour le 27, 28 et 29 novembre prochain à l'Olympia de Montréal. Donc, ceux-là semblent être maintenus. Pour l'instant? Pour l'instant. Il faudra voir la suite des choses. Tout ça, bien sûr, ça découle de cette plainte qui est arrivée jeudi ou vendredi dernier de l'animatrice Flavie Flamand, animatrice française qui a porté plainte pour viol. Donc, ça serait passé en 1991 à Paris. Elle n'avait que 16 ans. Ce qu'elle raconte, c'est qu'elle était à la résidence de Patrick Bruel et elle aurait eu un total blackout après avoir bu une tisane que Patrick Bruel y aurait offert. Alors, et ce matin, l'avocate de Mme Flamand, Corinne Herman, elle a annoncé que d'autres accusations pour viol devraient être déposées dans les prochains jours aussi. Donc, ça commence à s'accumuler beaucoup. Il continue de tout nier. Et c'est ce que j'allais dire. De son côté, Patrick Bruel et son équipe continuent de nier en bloc. Et d'ailleurs, sa série de concerts qui commence en juin, donc en France, en Belgique, en Suisse, tout ça, pour le moment, du moins, est maintenu. Il faut savoir aussi qu'en Europe, là, il y a une pétition qui commence à circuler. Ça a commencé vers la fin de la semaine dernière. On est déjà à 20 000 signatures. Il y a aussi des groupes féministes qui montent au front. Donc, reste à voir comment tout ça va se développer et si, effectivement, dans les prochains jours, il y aura d'autres accusations de viol déposées sur Patrick Bruel. Bon, un sujet beaucoup plus léger et exactement. agréable. Plusieurs organisations culturelles qui unissent leurs forces pour promouvoir la musique francophone. Oui, une très belle initiative, en fait, de plusieurs partenaires du monde artistique québécois. Donc, entre autres, la Disque, l'UDA, la Place des Arts, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui s'associent ensemble pour faire la promotion encore plus et encore mieux de
la musique francophone. Donc, c'est un projet sur une année. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, en fait, des acteurs du milieu et aussi des organismes vont pouvoir déposer des projets, que ce soit des projets numériques, ça peut être une série de spectacles aussi, et, ou sinon des collaborations. Ils ont jusqu'au 4 juin pour proposer ces projets-là. Et le 17 juin, au début des Franco, il y aura une soirée à la Maison symphonique de Montréal où on va annoncer les projets qui auront été sélectionnés. Bon, ça s'appelle Montréal fait du bruit, mais c'est bien sûr à travers la province. Donc, si vous avez envie de voir les critères de sélection ou encore de déposer un projet, vous allez sur le montréalfaitdubruit.com. Maintenant, on dit souvent, Alex, que les villes manquent d'argent, mais des fois, les artistes peuvent être une véritable mine d'or. Oui, et c'est le cas du chanteur suivant, un Britannique, Harry Styles. Alors, il s'installe pour une douzaine de spectacles au Wembley Stadium et on a fait l'évaluation de tout ça. Ça pourrait rapporter 2 milliards de dollars canadiens parce que les gens vont à l'hôtel, mangent et vont au concert. Alors, je pense qu'il y a bien des villes qui vont commencer à y penser. Merci beaucoup, Alex. À demain. Yannick, Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, le Canadien qui élimine les Sables, la frénésie des séries qui va se poursuivre pour une autre ronde à Montréal. Effectivement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les partisans du Canadien de Montréal, partout au Québec, mais partout dans le monde également, ont ce grand sourire parce que hier, c'est partout dans le monde. On présente des photos en ondes de partisans du Canadien de Montréal, l'équipe de la Ligue nationale la plus suivie partout à travers le monde. Oui. Faut pas tout le monde a un grand Yannick, sourire. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Bon, around the world. Tout ça pour dire que c'est Alex Newhook. Ne gâtons pas notre plaisir. Ne gâchons pas. On va vous représenter ce but victorieux. Un but chanceux, hein, qu'il faut c'est pas un but dire. chanceux parce que chanceux, c'est s'il n'y avait pas tiré. C'est sûr que le gardien de but aimerait peut-être revoir cette rondelle. Mais toujours est-il que donc, ça propulse le Canadien de Montréal dans la ronde suivante face aux Hurricanes de la Caroline. On y revient dans quelques instants. Évidemment, après ce but-là, ça a fêté énormément un petit peu partout au Québec, dans le monde, autour du monde, mais surtout à côté du Centre Bell. Regarde ces images dans les secondes qui ont suivi. Mais là, un bémol? Les policiers ont dû intervenir quand même. Bon, voilà. Les policiers disent aux gens, n'apportez pas de fumigène ou de feu d'artifice. C'est dangereux. Effectivement. Il faut croire qu'on n'écoute pas les autorités. Heureusement, quand même, pas eu trop de casse. Et petit clin d'œil également à Philippe Dano. Pas journaliste aux affaires policières. Non, mais quand même, c'est important de le faire aussi. T'sais. Alors, regarde, évidemment, il y a Mike Madison. La tradition s'est poursuivie parce que Philippe Dano lui a donné une pizza, même s'il est avec gluten, intolérant donc au lactose, a pris une bouchée avant de repartir. Alors, Marie-Christine, ta prochaine question, tu veux savoir, en fait, la question des gens, excuse-moi, vous voulez savoir ça commence des gens quand cette série. Voici l'horaire de la finale dans l'Est. C'est la question que les gens se posent. Je pense. Oui, non, mais on travaille très, très fort. Est-ce qu'on a donc l'horaire? Est-ce qu'on le présente? Oui. Alors, ça commence... C'est jeudi en Caroline. Ça commence jeudi, le premier match. Okay. Le second sera présenté samedi, toujours en Caroline. Voilà, avant que ça revienne ici au Centre Bell, 25-27 mai. Tout ça pour dire qu'il y a un match aux 2 jours. Et juste un petit commentaire là-dessus, Marie-Christine. Là. La Ligue nationale devrait mettre les matchs à 19h, non pas à 20h. Je sais pas pourquoi c'est 20h, c'est trop tard ça, pour Yannick. Ben oui, c'est ça. On vieillit, nous avec l'âge. Voilà. Hey, maintenant, une première occasion ratée pour la victoire de Montréal de remporter la Coupe Walter. Oui, hier, malheureusement, la victoire qui s'est inclinée 2-1 contre la Charge d'Ottawa au centre Canadian Tire. Alors, la série qui est maintenant menée par Montréal 2-1. Mais demain, autre chance pour les joueuses de Corey Chevry d'éliminer la Charge d'Ottawa. Et je te mentionne également que San Jose a été nommée nouvelle équipe de la LPHF aujourd'hui. Donc, il y aura 4 nouvelles équipes lors de la saison 2026-2027. Il y aura San Jose, il y aura Hamilton, il y aura Détroit et il y aura Las Vegas. Et petite nouvelle de tennis en terminant pour te dire que Victoria Mboko et Leila Annie Fernandez ont remporté leurs matchs respectifs du côté de Strasbourg. Les deux vont s'affronter en quart de finale. Ce sera le deuxième duel entre les deux joueuses. Mboko avait gagné le premier. On t'en reparle demain. Oui, merci. Puis couchez-vous de bonne heure ce soir. Reposez-vous. Oui. Couvre-feu. Salut, bye. À demain. Bye. Le tunnelier de la ligne bleue du métro de Montréal a maintenant un nom officiel. Lisette, le public a choisi donc de le nommer en l'honneur de Lisette
Saint-Onge. Qui est-elle? C'est la première femme à occuper les fonctions d'opératrice de métro en 1981. Madame Saint-Onge, 82 ans, était présente au coup d'envoi des travaux d'excavation aujourd'hui. Le tunnelier de 2000 tonnes creuse entre 10 et 15 mètres de roc par jour. Il devrait donc terminer son parcours à Anjou, quelque part au début de 2028. Est-ce qu'on sera encore là pour en parler? Hein, ça fait un petit bout de temps. 2028, oui, oui, ça, 2028, oui, mais ça, s'il n'y a pas de retard, Michel. Ah, oui. Ça va peut-être être plus loin un peu. On ira le prendre ensemble. Oui, oui, ça serait bon. Michel, ce soir au débatteur, c'est la question de la crise des médias qui perdure au Québec. La semaine dernière, le grand patron de Québécois, Pierre-Carl Pellado, lançait un nouveau cri d'alarme dénonçant la chute des revenus publicitaires. Bien sûr, il montre du doigt les géants du web, mais également les télévisions publiques qui, en plus de recevoir du financement public, donc de notre argent à tous, pigent également dans la tarte publicitaire. Alors, il y a le ministre de la Culture qui avait dit que Radio-Canada devrait peut-être se retirer du marché de la publicité. On vous demande, pour ou contre mettre fin à la publicité à la télévision publique. C'est le débat qu'on fait ce soir à 22h30. Bonne émission. Merci. Bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. Bye bye.